Thank you for coming. Merci, merci. Bonjour, mesdames et messieurs, and that will be the last French I speak today. Voilà, vous avez vu toute l'étendue de mon français, parce que je ne le maîtrise pas assez pour m'exprimer sur un sujet aussi complexe. Et voilà, évidemment, vous pourrez me huer si ce n'est pas bon. Et je voudrais simplement vous faire un petit voyage qui nous amènera à 150 ans en arrière, et puis on fera un petit zoom sur l'avenir d'ici 25 ans et à quoi ça pourrait ressembler. Et on va voir comment ça va être possible d'avoir un avenir 100% renouvelable. Je parlerai un petit peu de la transition également et comment cette transition pourrait arriver, de quoi elle a besoin pour intervenir. Et enfin, si j'ai pas complètement explosé le temps qui m'est imparti, je vous dirai aussi pourquoi c'est tellement important d'y arriver à faire cette transition. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez et souvenons-nous un petit peu de ce qui se passait en 1850. C'est la dernière fois que le monde, finalement, a vraiment fonctionné d'une façon 100% renouvelable. On n'avait pas encore complètement déroulé toute la révolution industrielle. La plupart des gens trouvaient leur énergie autour d'eux, en local. Les villes étaient en train d'explorer de nouvelles formes d'énergie basées sur le charbon en particulier, mais la source d'énergie était par exemple, pour l'éclairage, les baleines, c'est-à-dire qu'on prenait l'huile, on extrayait l'huile de baleine, et les plus riches à l'époque, c'était ceux qui contrôlaient le marché de la baleine et des produits dérivés de la baleine. Et puis en 1850, tout a changé, tout a basculé parce qu'on a découvert du pétrole en Pennsylvanie et pas seulement à cause de cette découverte du pétrole, mais pour d'autres raisons aussi. En 20 ans, le marché des produits dérivés de la baleine s'est complètement effondré. Et ça a été vraiment quelque chose qui a complètement bouleversé la donne. Tout d'abord parce que ça a déclenché la fin de notre capacité en tant qu'humains à vivre de manière renouvelable sur cette planète. Et ça nous a rendus complètement dépendants d'une nouvelle forme d'énergie, et j'en parlerai un petit peu plus. Et la vitesse à laquelle ça s'est déroulé est absolument ahurissante, parce qu'on vous dit aujourd'hui qu'il a fallu, qu'il faut une centaine d'années pour changer un système énergétique, mais en fait, c'est arrivé en quelques dizaines d'années à l'époque, et je pense que vous allez assister à cela également, vous, dans votre vie et dans celle de vos enfants. Avant le pétrole, eh bien, le monde utilisait des sources énergétiques à faible valeur, par exemple le bois ou le charbon, et on le faisait brûler. Cette combustion, finalement, n'était pas très efficace, c'est-à-dire qu'elle produisait très peu d'énergie, mais le pétrole a complètement bouleversé la donne, puisque ça avait un rendement énergétique bien supérieur. Et cela, ça nous a permis de changer le cours de l'histoire et d'avoir la révolution industrielle, c'est-à-dire qu'on s'est servi de cette énergie pour créer les superpuissances mondiales d'aujourd'hui. Alors peut-être que, évidemment, la plupart des gens pensent que c'est une bonne chose parce qu'on a une productivité à l'échelle mondiale, on a dégagé évidemment de la richesse et alimenter la prospérité, et tout ça, ça n'a été possible ça a été possible avec le pétrole. Mais on sait aussi que plus de la moitié de la planète aujourd'hui, plus de la moitié des habitants de la planète n'ont pas bénéficié de tout cela. Et le problème, c'est que tout ce qu'on a mis en place grâce au pétrole, à l'électricité, tout cela, eh bien, ça a été finalement mis en place, mais n'a pas bénéficié à une partie de l'humanité.
Alors, tout cela, ça nous a donné un système énergétique basé sur les hydrocarbures et beaucoup de mes prédécesseurs sur cette scène ont parlé des enjeux tactiques pour le futur. Mais il ne s'agit pas seulement d'enjeux tactiques. Réfléchissez un petit peu à toutes les institutions qui sont créées pour que le monde fonctionne et tourne comme il tourne aujourd'hui. Des institutions qui, en fait, sont basées sur la vente du pétrole pour financer leur économie, pour financer leurs entreprises, pour financer leurs institutions. Regardez un petit peu les pays industrialisés aujourd'hui. Si elles n'avaient pas les contributions fiscales dérivées de la vente du pétrole ou si elles n'avaient pas le pétrole pour faire tourner les industries, c'est quand même évidemment quelque chose qui peut faire peur. Donc, il y a des barrières, bien sûr, peut-être technologiques, mais beaucoup moins que ce que on sait. En général, on le dit, mais il y a d'autres barrières qui ont trait à la corruption, les institutions financières, etc., les lobbies. Mais projetons-nous dans l'avenir. Quelle vie imaginez-vous pour vous-même et pour vos enfants? Réfléchissez un petit peu à ce monde et à la physionomie qu'il aura. Et il y a dans 20 ans on a déjà cette convergence massive entre le divertissement, l'information dans nos vies quotidiennes. Et tout cela, ça a été évidemment le fait de la révolution technologique des portables, des téléphones portables. C'est une technologie tout à fait disruptive qui n'existait pas il y a 25 ans de cela. Et en fait, sa prolifération, ça a bouleversé le monde des télécoms, évidemment, mais pas seulement. Ça a bouleversé la façon dont on travaille, dont on se comporte dans la vie, dont on interagit. Ça a ouvert nos horizons pour nous faire toucher du doigt des gens qui vivent dans le monde entier. Et ça, évidemment, ce sont des changements qui vont se poursuivre parce que ça permet d'améliorer la vie à la fois dans les pays développés et en voie de développement. Et quand on réfléchit un petit peu à ce monde où tout le monde est interconnecté, où tout le monde est capable d'être en contact avec des gens à l'autre bout du monde et où on a des frontières qui deviennent de plus en plus floues entre ce qui est à la maison, ce qui est dehors, eh bien, je pense que ça va changer les choses et on n'aura plus un monde où on exploite du pétrole en Arabie Saoudite, on le transforme, on le transporte. Non, non, ça va se localiser, ça va se personnaliser, tout comme la technologie numérique. Et donc, on peut se projeter dans un avenir qui n'est pas si lointain, où vous et moi, on pourra travailler, on pourra produire de la richesse grâce à l'énergie que l'on produira soi-même. Il y a déjà des gens qui utilisent leur mouvement, le mouvement cinétique, leur déplacement pour produire de l'énergie. Et ça permettra de produire de la valeur, chacun à son échelle. On peut devenir une unité économique individuelle et c'est de l'énergie qui ne viendra pas du pétrole, mais du déplacement, du soleil, du vent. Et ça permettra à chacun d'avoir son unité de production. Et peu importe qu'on se trouve à Nairobi, dans le Colorado, dans le bush australien ou à Paris, parce que de toute façon, où qu'on soit, on a du vent, du soleil, ses propres énergies individuelles. Et c'est le monde vers lequel on se dirige. Évidemment, il a besoin de formes d'énergie qui sont complètement différentes. Alors, bien sûr, on aura toujours besoin de formes de grosses unités de production pour faire tourner les usines, pour produire les matières premières dont on a besoin. Et évidemment, ça, c'est différent de la consommation électrique ou énergétique individuelle. Mais ce n'est pas évidemment forcé de faire tourner ces usines avec du pétrole ou du nucléaire.
Et ce n'est pas si difficile de transformer cela et d'utiliser des renouvelables. On a maintenant des pays qui produisent plus de 50% de leur énergie à partir de renouvelables. Je crois que les barrières, elles sont plus mentales, psychologiques que techniques. Et si on arrive à convaincre les gens, je pense que l'industrie peut adopter ces formes de production d'énergie. L'intermittence de ces renouvelables, c'est pas quelque chose que l'on peut régler en les combinant avec des générateurs diesel, mais en s'adaptant plutôt aux modulations du vent et du soleil, plutôt que d'avoir des utilités, des producteurs d'électricité qui font du délestage parce qu'ils ont besoin d'électricité pour assurer la consommation dans certaines zones critiques. On n'aura plus à faire cela. Donc, je voudrais aborder maintenant la transition. Il y a des gens qui vont vous dire c'est un problème technologique. Oui, bien sûr, il y a des problèmes techniques qu'il faut résoudre, mais pas tant que ça. Il faut repenser la conception de notre système électrique. Il faut revoir notre définition de la production électrique de base et de la façon dont on l'assure, la demande de base. On sait que cette demande de base, elle est flexible aussi. Et on peut créer des marchés, des systèmes, des instruments de marché pour régler cela. Par exemple, si les énergéticiens veulent me payer pour que je consomme moins, pourquoi pas? Justement, on va avoir avec la technologie et la révolution technologique la possibilité d'automatiser tout cela et c'est donc tout à fait faisable sur le plan à la fois technique et économique. Je ne sais pas si vous avez lu le blog de la conférence d'hier, mais il y a des moyens technologiques pour simplifier tout ça. C'est le blockchain. Et si je pouvais faire une chose aujourd'hui, eh bien, vous demandez de faire quelque chose avec moi aujourd'hui, c'est de mettre un terme à ce mythe du problème technologique. Non, c'est un défi géopolitique, économique, mais et tant que les gouvernements du monde entier se reposent sur le pétrole pour produire de la richesse et créer des avantages concurrentiels, on est évidemment dans une impasse, mais on peut les convaincre de faire autrement. Et merci beaucoup de votre attention.